Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue dans Semaine à la loupe. Toutes nos excuses pour le léger retard observé, 10h, 11h sur Sauter FM. Ravi de vous compter pour ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage sur nos antennes de l'actualité sociopolitique nationale, locale et internationale. Bonjour et bienvenue à Semaine à la loupe. Au menu ce samedi, nous parlons de ce bras de fer, cette tension à plusieurs épisodes entre le Bénin et le Niger. Depuis quelques 48 heures, c'est l'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur le site du terminal WAPCO de Semepoji qui retient les attentions et qui fait réagir de part et d'autre. Définitivement, les deux camps ne s'entendront plus. On peut se poser cette question et on se pose la question d'ailleurs, jusqu'où iront les deux parties? Eh bien, on posera la question aux débatteurs qui sont déjà installés. Mesdames, Messieurs, on parlera également de cette tournée des membres du gouvernement. Oui, ils étaient un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Ils ont parcouru des monts et vallées, des localités pour, disent-ils, prêcher les réalisations du chantre de la rupture, le chef de l'État Patrice Talon, qui venait de boucler 8 ans de gouvernance à la tête du Bénin à moins de 2 ans de la fin de son deuxième quinquennat. Que dire de ces réalisations et justement la trouvaille des membres du gouvernement? S'agit-il d'une bonne trouvaille ou peut-être, comme le disent certains, une balade gouvernementale? On en parle en plateau débat. Et si tout le temps le permet, si tout va bien, on parlera également de ces examens de fin d'année. Oui, c'est déjà le moment, la saison des compositions pour les candidats aux différents examens. Le certificat d'études primaires CEP, c'est déjà passé. Maintenant, on parle du brevet d'études du premier cycle BPC. Évidemment, plus loin, le baccalauréat les plus grands. On fait le point de du déroulement de ce premier diplôme académique au Bénin. Ensuite, le regard porté sur les autres examens. Voilà ce qui nous attend, mesdames, messieurs. Merci de faire du silence autour de vous. Installez-vous confortablement. Les débatteurs sont déjà en place. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Roucheou, bonjour à tous. Ah oui, voilà, vous restez en position. Karim Salami, bonjour. Bonjour, Lukman Roucheou. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Ah oui, je précise que vous nous venez droit de la radio Mobo FM, la radio communautaire, rédacteur en chef de cette radio, sur place à Malanville. Merci pour la disponibilité. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et nous avons en ligne David Kaba. David, bonjour. Bonjour Lukman Roucheou, bonjour chers collègues journalistes, bonjour le studio. Merci de vous rendre disponible, David Kaba, chaque fois que nous vous sollicitons pour analyser, décrypter l'actualité nationale et internationale. Vous êtes journaliste, analyste sociopolitique. Avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de cette actualité. Vous restez en position pour écouter parce que nous allons parler évidemment de cette brouille entre le Bénin et le Niger. La tension ne faiblit pas entre les deux pays. Depuis quelques 48 heures, on parle de l'arrestation des 5 ressortissants nigériens sur le site du terminal WAPCO de Semepoji au Bénin. Un nouvel épisode. D'abord, en filigrane, comment avez-vous accueilli cette information, David Kaba? Avec beaucoup de désolation, avec beaucoup de tristesse. Il faut dire que aussi longtemps que le monde sera monde, le Niger sera voisin au Bénin. Oui. Et que ce soit le général Tiani, que ce soit le président Talon, ils passeront et les deux États demeureront jusqu'à ce que le monde finisse.
Alors se désole que nos voisins, avec qui nous partageons beaucoup de liens séculaires, beaucoup de liens traditionnels, nous sommes presque une famille. Nous nous rappelons ici de l'incident avec l'île de Mété, où, face à face, les soldats béninois et les soldats nigériens se sont pointés le fusil dessus. Il a fallu l'intervention, je crois, de Monseigneur Bélier, qui était du côté du Niger, l'évêque, qui a eu à calmer la tension. Et je répète mot ce qu'il a dit, aussi longtemps que le Bénin sera Bénin, aussi longtemps que le Niger sera Niger, aussi longtemps que seront voisins, il n'y a pas de quoi entretenir des conflits. Très bien. Et donc, oui. C'est pour dire que je suis très peiné par la situation. Et le malheur, c'est que les journalistes, les leaders d'opinion, les hommes politiques n'arrangent rien à la chose. Parce qu'il ne s'agit pas là de savoir qui a raison ou qui a tort, oui. Mais il s'agit de pouvoir ramener la balle à terre et de ramener les autres à de meilleurs sentiments. Très bien. David Kaba, vous restez en position. On va réagir en studio avant de suivre les différentes réactions de part et d'autre parce que le procureur spécial près la Criette a donné un point de presse, a fait une déclaration pour justifier l'arrestation de ces 5 ressortissants nigériens. Ensuite, la partie nigérienne également a fait sa déclaration. Bruno Gakli, en filigrane aussi. Comment, c'est vrai que vous avez déjà supputé sur le sujet, mais de façon avec les derniers développements, sans doute que vous avez eu, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle brouille? Non, Lukman Routier, il faut le dire, sans porter les gants, c'est une situation ou une nouvelle actualité qui vient peut-être replonger, je dirais, le clou dans la plaie. C'est désolant. Moi, j'avais estimé dans le passé que les deux pays allaient baisser d'une sortie rapide de la crise. De la crise. Voyez-vous, nous sommes notamment à Malanville et nous sommes plus près de Gaïa ou du Niger. Nous sommes les peuples qui côtoient justement ces derniers. Donc en temps normal, moi j'aurais pu souhaiter que les deux États puissent baisser le mercure, les tensions pour que tout reprenne. Ici, on parlait de la situation de la fermeture de la frontière. Malheureusement, c'est l'arrestation. Vous voyez, quand ça arrive comme ça, on a tendance à croire que c'est un tic-tac qui ne dit pas son nom. Même malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Dans le reste du temps, on verra. Tout à fait. De la crise sous-régionale, c'est désormais réduit à une crise entre deux pays, une crise bilatérale Bénin-Niger. Karim Salami, de votre observateur, de votre position d'observateur, journaliste, analyste, quelle appréciation faites-vous de cette situation? Oui, je crois que cette situation, tout le monde le voit, cette situation ne fait que s'empirer du jour au lendemain. Chaque jour que Dieu fait, c'est un nouvel épisode que nous constatons dans cette situation entre le Bénin et le Niger. Et moi, ce qui me gêne un peu dans cette situation, c'est que la partie béninoise, à chaque fois qu'il y a un acte qui se pose, le président de la République du Bénin sort et montre à la face du monde que c'est le Niger qui est à tort. Mais on accuse quelqu'un, mais nous prenons des décisions aussi radicales. Parce que moi j'appelle ça des décisions radicales. Il faut comprendre que la première sortie du président de la République, c'était lorsque le président a tendu la main et le Niger a refusé. La deuxième sortie du président, c'est au moment où le ministre Adambi était allé au Niger et n'a pas pu être reçu par Tiani, le président de la République, a fait une nouvelle sortie pour montrer à la face du monde que le Bénin joue sa partition. Mais quand on joue sa partition dans une crise comme celle que nous vivons actuellement, et qu'après une petite situation se présente, on ne regarde pas, on ne s'appelle pas pour se parler, et on prend des décisions comme arrêter 5 représentants nigériens, c'est les représentants nigériens, quoi qu'on dise, qui sont au Bénin, c'est pour une cause. Et ils sont allés, ils ont été arrêtés. Pour les Nigériens, c'est que, le président de la République sort pour dire, je tends la main au Niger, mais après, il fait autre chose. C'est-à-dire, c'est comme s'il montre à la face du monde que c'est le Niger qui a tort, mais en amont, il prend des décisions pour quand même toucher la sensibilité des Nigériens. Oui, en sourdine. C'est ce que moi, je crois, c'est qui se passe. Que
les deux parties doivent se voir, doivent se parler. Vous pensez que les deux parties ne se parlent pas? Non, les deux parties ne se parlent pas. Vous avez l'impression d'être dans un contexte de dialogue de sourds. Oui, non, c'est même ça là, c'est même ça. Parce que quand Tiani sort, le Premier ministre contredit chaque fois ce que la partie béninoise dit. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dialogue, les gens ne se parlent pas. Justement, parlant de cette l'arrestation des 5 ressortissants nigériens, nous allons suivre le point de presse fait par Mario Metonou, le procureur spécial près la Criette. On suit également par la suite la réaction nigérienne. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO, Bénin, à Sémékodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site à l'étape actuelle. L'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Voilà donc les raisons avancées par la partie béninoise pour interpeller les 5 responsables, parce que dans le lot, on parle de la directrice générale adjointe. On aura le temps de suivre la partie nigérienne tout à l'heure. Bruno Gakli, oui, avant vous, David Kaba. Oui, vous êtes avec nous à la lecture de cette sortie du procureur spécial. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais écoutez, je suis dans un dilemme. Je suis dans un sérieux dilemme parce que là, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que des autorités nigériennes qui se font annoncer viennent à l'aéroport. Ensuite, et je souligne au passage que il y a la DGA de WAPCO. Et donc, quand on écoute, parce qu'il ne faut pas écouter cette partie, quand on écoute la partie nigérienne, le point de presse du ministre de la Justice, il a eu à dire que c'est dans le même contexte que le Bénin était venu pour la rencontre à Niamey, que ceux-là aussi sont venus pour superviser le chargement. Alors, comment il se fait que des autorités de ce niveau-là soient attrapées comme des budgets bandits? Je pense que la situation a été très, très, très confuse. Et jusque-là, on a du mal à dire concrètement vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a essayé de rendre l'appareil au ministre Adambi, ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quand on entend le point de presse des uns et des autres dans chaque pays, moi j'ai du mal à les situer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet incident qui est arrivé n'honore vraiment pas le Bénin en termes de diplomatie. Et on ne peut pas retenir des gens comme ça. Et c'est un peu comme si c'est du chantage. Ou c'est pour créer l'incident, pour ramener encore au dialogue, mais malheureusement, ça a braqué les autres. Bref, moi, honnêtement, je ne pouvais pas me prononcer de façon claire sur cette situation, parce que, honnêtement, je ne vois pas concrètement le fond. Chacun suit le droit de son côté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été une très grande maladresse du Bénin que de procéder de la sorte.
Très bien. Réaction Bruno Gakli avant qu'on ne suive la position du Niger. Oui, sans fausse modestie, moi j'ai été aussi embrouillé dans cette situation, la nouvelle situation de prise d'interpellation de ces responsables, parce que si vous écoutez la partie nigérienne aussi, vous sentez que c'est des responsables. Si probablement, si on suivait l'extrait, vous allez comprendre. Tout à fait. Et puisque vous réclamez pour être complet dans cette réaction, on va suivre la déclaration ou la sortie médiatique de la partie nigérienne avec nos confrères de la radio et télévision nationale du Niger. C'est un point de presse en 2 étapes, où dans la première, le ministre du Pétrole a pris la parole pour apporter des éclaircissements sur la situation de l'arrestation par la police du Bénin de la directrice générale adjointe de WAPCO et de 4 ingénieurs nigériens en mission de supervision et de contrôle du chargement du navire devant transporter le pétrole brut du Niger. Le jeudi 30 mai 2024, une équipe d'inspecteurs que nous avons envoyé au Bénin pour contrôler les opérations de chargement du Melek sur le bateau a été interpellé par l'armée béninoise, puis transporté dans les locaux de la police. Nous avons cherché toute la journée à savoir quels en étaient les motifs. C'est tard le soir, l'après-midi, que finalement nos équipes ont été libérées et conduites à leur hôtel. Je signale que ces équipes étaient arrivées au Bénin régulièrement dans le cadre de leur mission. La société WAPCO avait été informée et elle en avait informé les autorités béninoises. Tout comme lorsque le ministre béninois de l'énergie, des mines et de l'eau était venu au Niger, nous avions été prévenus par WAPCO Niger de leur arrivée. Si nous les avons accueillis comme les frères qu'ils étaient, au Bénin, nos compatriotes ont été interpellés et arrêtés par les autorités. Ça, c'est le premier élément, c'est le premier acte. Face à cela, nous avons donc dit que si, en violation des accords qui nous lient au Bénin, dans le cadre de cette exportation, les autorités décident d'empêcher, comme ils l'ont dit, à la partie nigérienne d'accéder aux installations pour contrôler les opérations de chargement, en vérifier la régularité, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que ce chargement-là ait lieu dans ces conditions. Nous avons donc écrit à WAPCO Bénin pour lui dire de ne permettre aucun chargement d'aucune goutte de pétrole tant que nos représentants ne seraient pas autorisés à opérer. Cela a été exécuté. Cependant, CNPC et WAPCO ont entrepris des démarches auprès des autorités du Niger pour que le bateau qui est déjà arrivé, le deuxième bateau qui est déjà arrivé, puisse quand même être chargé et qu'il puisse retourner. Et selon eux, puisque les autorités béninoises ont dit qu'ils acceptent que le bateau soit chargé, mais uniquement à condition que ce soit les Chinois qui fassent les opérations, pas des Nigériens. Nous avons opposé une fin de non-recevoir à cette demande au départ,
Mais face à leur insistance et compte tenu des pertes importantes que devait subir la société OAPCO, sans compter nous autres, les expéditeurs, nous avons accepté que cette opération-là pour ce deuxième bateau soit menée par OAPCO Niger et OAPCO Bénin. Donc, nous avons écrit à OAPCO pour l'autoriser à le faire. Mais OAPCO nous avons demandé à OAPCO quels sont, au sein de son personnel, les gens qui peuvent faire ce travail-là. Il n'y avait que 2 jeunes ingénieurs pétroliers, mais pas d'inspecteurs chez eux. Nous avons donc dit, nous allons mettre à votre disposition 2 inspecteurs de chez nous, comme cela se fait, à titre temporaire, pour qu'ils se joignent à votre équipe et qu'ils aillent faire ce travail-là. Je précise que ces inspecteurs qui ont été mis à la disposition de OAPCO bénéficient temporairement du même statut que la DGA OAPCO qui a été affectée à OAPCO depuis des mois. Donc c'est régulier que cela puisse se faire de cette façon. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que même si c'est OAPCO, si c'est des Nigériens, ils ne peuvent pas faire le travail. S'ils sont des Nigériens, ils ne pourront pas faire le travail. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Donc voilà la réaction de la partie nigérienne. Alors Bruno Gakli, je vous laisse être complet dans votre réaction, dans votre appréciation de cette situation. Voilà, Lukman Orochio, à l'analyse des 2 sorties, que ce soit le procureur spécial de la Criette, oui. Tout d'abord, on sent que, en tout cas, selon les investigations et tout ce qui a été regroupé comme information, le procureur disait que c'est des infiltrés qui, en temps normal, s'ils étaient des officiels, ils auraient pu prendre part à la guérite. Donc, on parle aussi de l'aspect des faux badges. Alors ici, le procureur revient sur ces propos comme quoi, en tout cas, les nouvelles autorités, c'est comme si on attendant à croire que les nouvelles autorités ne sont pas encore considérées. Parce qu'on dit ces 6 sont en étroite collaboration avec la CNSP. Donc ça voudra dire qu'on n'a pas encore, on ne donne pas le crédit à ces autorités qui sont au pouvoir de l'autre côté du Niger. Donc vous voyez, si vous êtes en amont, en retrait de cette actualité, vous aurez peut-être tendance à croire que bon, c'est avec, ils sont en étroite collaboration avec un groupe tout à fait bizarre oui. qui peut-être peut tenter à la sûreté d'un État. Donc c'est l'analyse que je fais. En temps normal, dans les propos, on devait sentir que ces 6, peut-être, on aurait pu nous dire, ces 6 sont en étroite collaboration avec les nouvelles autorités. Mais c'est normal que ce soit un coup d'État. Des 5, oui, voilà. Oui. Que ce soit un coup d'État. Aujourd'hui, on a connu, dans la sous-région, les pays qui ont connu les coups d'État, mais sont aujourd'hui considérés comme des présidents, naturellement. Mais on aurait pu quand même au moins leur donner ce crédit-là, leur accorder au moins cette valeur-là comme les autorités. Alors, quand on prend les propos de la partie nigérienne, oui. Vous voyez, eux autres, ils estiment pour eux que c'est des personnes qui sont accréditées pour aller pour une mission. Oui. Donc,
dans ces deux cas, vraiment sans bruit, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité? Est-ce que le Niger, de l'autre côté, est en train de vouloir... La DGA du WAPCO, c'est quand même une personnalité de la société. Ce n'est quand même pas un employé de bas niveau. Oui, voilà, c'est bizarre. On parle de la DGA, la directrice générale adjointe de l'institution. Oui. Mais est-ce qu'elle n'a pas montré de sa bonne foi que ces derniers étaient aussi les inspecteurs qui doivent accompagner, superviser... Puisque le procureur dit tous sont détenteurs de faux badges. Vous voyez, bon, on ne peut pas comprendre que la DGA de WAPCO puisse détenir un faux badge. Bon, vraiment, c'est un peu flou, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout porte à croire, comme l'a dit notre confrère Kaba, c'est comme si chaque pays est en train de tirer le drap de son côté pour montrer à l'opinion internationale comme quoi que c'est eux qui avaient raison, tout ça là. Mais en tout cas, quoi qu'on dise, on est des pays frères, on devait quand même rabaisser le mercure dans cette situation. Oui, Karim Salami, voilà. Oui, Bruno Gakili a souligné un aspect sur lequel je vais revenir avant de donner. Parce qu'il a dit quelque chose qui me paraît aussi vrai. Il dit que le procureur spécial de la CRIET dit que ils sont liés à la CNSP, c'est ça, non? Oui, le CNSP. Le CNSP, voilà. Oui. Le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie au Niger. C'est-à-dire, en utilisant une telle expression, c'est-à-dire ça montre directement que les autorités béninoises ne considèrent pas trop le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est-à-dire les nouvelles autorités du Niger. Et là, quand on fait une communication et cette portion de phrase sort dedans, ça embrouille déjà tout. Parce que la partie nigérienne peut se dire, bon, déjà à travers le procureur spécial de la CRIET, on ne nous considère pas comme les autorités nigériennes. Et voilà, c'est pour cela que le Niger agit et le Bénin agit de la sorte. Maintenant, je reviens sur la sortie du procureur spécial qui dit aujourd'hui qu'on les a arrêtés parce qu'ils sont, ces 5 sont détenteurs de faux badges. Comment on peut expliquer que une directrice générale adjointe que le Bénin aussi a reconnu? Parce que le procureur dans sa sortie a dit la directrice générale adjointe de la partie, c'est-à-dire de WAPCO, c'est ça, non? La directrice générale. Oui. Non, si déjà, le procureur aussi reconnaît ça, et la partie nigérienne dit que les 4 autres sont considérés comme la directrice, c'est que c'est des gens qui sont légitimes, qui ont été accrédités pour une mission au Bénin. Et là, c'est là, moi aussi, je me suis un peu embrouillé. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, c'est un gros point d'interrogation. Et je comprends aussi quelque chose dans cette histoire-là. Oui. Vous savez qu'il y a quelques jours, le ministre béninois était au Niger, portait des messages du président de la République. Il n'a pas été reçu par le président Tiani. Et après, le ministre a fait une conférence de presse qui dit que le président Tiani n'a pas pu le recevoir. Après, la partie nigérienne sort, dit que le ministre a été bel et bien reçu par un autre ministre qui est le ministre de la Justice, un général. Voilà. Maintenant, là, voilà encore une autre situation. Une contradiction, le Bénin sort, le Niger contredit. Encore dans cette affaire, le Bénin sort, le Niger contredit encore. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette affaire-là? C'est des trucs que nous devrons aller fouiller en profondeur parce que ça dépasse l'entendement. Oui. On ne comprend plus rien. Parce que si quelqu'un veut apporter une appréciation sur cette affaire-là, je crois qu'on va juste se mentir parce que quand les deux parties sortent, chacun tire le drap de son côté. Qui en fait dit la vérité? Mais à la lecture, quand même, en tant qu'analyste, quand vous faites, vous regroupez les pièces mises à votre disposition de part et d'autre, vous pouvez quand même... Oui, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que la partie béninoise qui avance, c'est tout comme si on n'avait pas connaissance de l'arrivée de cette équipe, de cette mission nigérienne? C'est ce que je disais. J'avais dit ça Est-ce que ce n'est pas une contradiction côté béninois? Oui, je disais ça dans ma première prise de parole, qu'aujourd'hui, au Bénin, on ne comprend plus ce qui se passe. Est-ce que dans cette histoire-là, le Bénin est en train de marcher dans le bon sens? Parce que on sait que WAPCO dont on parle, c'est
quelque chose qui est lié par un papier juridique. Il y a un engagement qui a été signé. Il y a un accord entre les deux pays pour cette affaire-là. Et vous savez, quand le ministre béninois est allé au Niger, ce n'est pas le gouvernement nigérien qui a reçu le ministre béninois. C'est WAPCO au Niger qui a convoqué cette réunion-là, les trois parties, le Niger, le Bénin et les représentants même de WAPCO. C'est-à-dire la partie chinoise qui est en train d'exploiter, qui en tout cas exploiter le pétrole. Maintenant, le ministre a été reçu par ces gens-là. Maintenant, on demande que la partie nigérienne qui vient au Bénin soit reçue par le gouvernement. C'est ce que je ne comprends pas à la sortie du procureur. C'est-à-dire on dit qu'ils sont venus et le gouvernement n'a pas connaissance de leur arrivée au Bénin. Donc ce qui veut dire qu'ils sont venus par fraude et ils ne peuvent pas accepter que des gens s'infiltrent dans ce terminal-là. Oui. Mais il y a un ultimatum quand même qui a été donné à la partie béninoise. On était jeudi, on dit jusqu'à 17h. Alors que nous voici au samedi aujourd'hui. Est-ce que le pétrole, ça continue? Est-ce que certainement ils auraient déjà arrêté? Ils auraient déjà arrêté ça. Il semble que la partie nigérienne a mis à exécution sa décision. Alors, c'est ça que je disais au début, quand on veut régler cette situation, quand on sort, on fait des sorties médiatiques pour montrer à la face du monde que nous avons tendu la main à la partie nigérienne. Nous voulons le dégel de cette crise-là. Nous voulons que nous nous entendons. Et que après qu'il y ait des décisions comme cette décision d'arrêter 5 représentants nigériens au Bénin, qu'on sorte des décisions pour dire que, bon, à partir de cet instant-là, ces gens-là sont venus attaquer le Niger et le Bénin parce que le procureur a parlé d'insécurité, d'atteinte à la sûreté. C'est-à-dire, quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est comme si c'est des mercenaires qui sont venus au Bénin pour venir attaquer l'État béninois. Donc, n'est-ce pas des accusations de trop? Voilà, c'est des accusations, c'est des graves accusations, au fait. Et quand la partie nigérienne va apprendre ce genre de trucs-là, à l'analyse, ils vont se dire, bon, que la guerre est déjà déclenchée. Est-ce que 5 personnes suffisent pour conduire en temps normal, d'atteinte à la sûreté de l'État? On ne devait pas, en tant qu'État, en tant que responsable dans l'État, on ne devait pas arriver juste à ces extrêmes. Vous voyez, la dernière fois, comme l'a dit Karim tout de suite, la partie béninoise, vous voyez comment on peut écrire une simple lettre à vouloir vraiment transmettre à l'autorité de l'autre côté. Parce que si, entre-temps, on les considère comme autorité en place, c'est que on va chercher à créer une table ronde, un tête-à-tête. On crée une tête-à-tête pour vraiment échanger autour de la question de la fermeture de la frontière, ce qui cause aussi, pourquoi vous ne voulez pas. Et puis ça marche. Mais moi, je pense que ça a été léger. Ce n'était pas le rôle du ministre des Mines. Il n'était même pas allé pour ça. Il n'était même pas allé pour ça. C'est pas cadre. Maintenant, on parle d'un gouvernement et c'est ce pourquoi chacun a son portefeuille. Le ministre des Affaires étrangères, il est où? Il fait quoi dans ça? Mais alors, il faut qu'on se dise la vérité. Qui me dit que ces ministres en question dont vous chacun parlez n'aurait pas essayé, tenté une médiation, une rencontre avec les autorités nigériennes? Moi, je pense que c'est deux affaires différentes. Samou Seydou Adambi était allé de l'autre côté pour vraiment ce qui concerne son portefeuille. Et c'est clair. On ne peut pas quand même profiter de cette occasion pour transmettre une lettre à Samou Seydou Adambi qu'arriver de l'autre côté après la séance qu'il cherche à rencontrer le général. Non, c'est léger. C'est une situation grave qui est perdue dans le temps. Le ministre doit transmettre la lettre main à main. Et ce n'est pas intéressant. À quoi la considération est où? Alors, est-ce à dire que la ligne téléphonique entre Patrice Talon et Abdourahmane Tiani ne passe plus? Dans cette situation, on ne peut pas aller au dégel de la situation par une ligne téléphonique. Non, ça là, c'est un tête-à-tête. Et impliqué même à la base des responsables, notamment depuis que cette situation a duré. Et le président en exercice de la CEDEAO, il est où? Il dit quoi? Très bien. David Kaba, vous êtes là? Je suis là, Voilà, merci pour la patience. Dites-nous, David Kaba, quelle est, selon vous, l'issue possible de cette situation? Parce que nous apprenons que le Niger a mis
a fermé ses puits de pétrole du côté du Niger. Donc, le terminal WAPCO de Semepoyi ne sera pas ravitalisé, on dit. Alors, quel est, selon vous, jusqu'où iront ces deux parties? Oui, oui. Avant d'arriver aux solutions pour essayer de diviser la crise, Oui. je voulais laisser un petit commentaire sur l'arrestation de la délégation nigériane. Allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que, quoi qu'il en soit, même si c'est pas fraude, que ces autorités se sont introduites au niveau du terminal pour superviser le chargement, jamais l'État nigérien n'a arrêté une délégation périgoise. Et pour des gens qui portent des messages de paix, ça aurait été simple de les expulser. Simplement. Mais pas les garder. C'est là, en fait, que l'escalade commence. Et moi, je dis, ça a été très maladroit. Pour en venir aux solutions, Oui. je crains fort que on ne soit déjà complètement au fond de l'eau. Parce que la décision a été prise de couper les robinets de l'autre côté. Oui. C'est bien normal. Mais je crois que quand on a essayé la diplomatie classique et qu'elle ne marche pas, il faut changer. Changer, c'est quoi pour vous? Dans la crise de fermeture de frontières entre le Nigeria et le Niger, ça a été les imams, les autorités traditionnelles qui ont pris le devant et qui sont allés régler le problème. Qu'en est-il au niveau du Bénin? Où sont les autorités religieuses, les évêques, l'église épiscopale, la conférence épiscopale, et les syndicats, les représentants des travailleurs, et les anciens présidents, et nos autorités traditionnelles, des rois, tout cela doivent être mis à contribution, mais cela dans une diplomatie discrète. Oui, qui justement doit les mettre à contribution, David Kaba? Un rendez-vous de nos autorités traditionnelles, de nos imams, de nos autorités religieuses, avec les autorités religieuses et traditionnelles du Niger. Que tout cela se fasse de façon discrète. Quitte à surprendre Tiani. Les autres demandent un rendez-vous à Tiani et ils se retrouvent devant les autorités religieuses et traditionnelles béninoises. Ceux-là vont lui parler. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de les écouter. D'abord par respect pour ce qu'est l'Afrique. Si se réclame être un panafricaniste, on ne peut pas rejeter, on ne peut pas fermer la porte au nez à cette délégation qui va venir du Bénin. Je pense que c'est là d'abord qu'il faut tenter une autre alternative dans cette diplomatie-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la station de la délégation, le message que portait le ministre Sam Adambi ne devrait pas être un message de grande surprise. Le président l'a dit, si le Niger veut continuer ce pipeline, cette transaction avec le Bénin, il faut qu'elle le dise clairement. Et il faut qu'il le dise clairement. Le président dit, le président de la République béninoise dit, soit le Niger revoit le contrat et dit explicitement dedans que les relations commerciales sont rompues entre le Bénin et le Niger à l'exception de ce pipeline. Ou soit carrément, ils ouvrent les frontières et les relations commerciales sont rétablies. Voilà essentiellement les deux options que le président Patrice Talon était en train d'offrir à la partie nigérienne. Alors, que cela, au mépris de son message, se retrouve sur le terminal de Kemet, c'est un peu comme si il viole ses instructions et étant un État souverain, tant qu'ils sont sujetés en violation de ses instructions, de ses recommandations, il est en droit de les prendre. Oui, David Kaba, sans oublier le fait qu'il y a quelques jours, un peu avant l'arrestation, on parle de la levée totale du blocus sur le pétrole nigérien. Oui, c'est là une contradiction. Merci de me relever cela. C'est là une grosse contradiction. Parce que les gens ne peuvent pas venir superviser. Vous dites que vous levez le blocus total.
maintenant que le changement se fera sans leur supervision. Alors que c'est eux qui détiennent leur puits de pétrole. Oui. Bref, honnêtement, je pense que le Bénin est en train de se casser la gueule et sur beaucoup de points, et c'est bien dommage. Oui. Mais quand on reste un acteur extérieur qui observe la scène, se dit, c'est un peu comme deux petits enfants qui se disputent une poupée. Il n'y a pas de la finesse dans cette crise-là. C'est le Niger qui se lève pour que des Béninois sont venus attaquer et à Maudit un camp militaire. Oui, c'est le Bénin qui se lève pour dire que les autres sont rentrés par fraude. Et puis, je crois que ce n'est pas élégant pour ce pays qui, quand même, ont vécu durant tout ce temps. Je vous explique une chose, je vous rappelle une chose. Très rapidement. Lors de la crise de l'ITVT, il est arrivé que des femmes accouchent au bord de l'eau. Et ça, c'est bien dommage. Regardez les retombées économiques. Nous n'avons même pas abordé ce côté-là depuis que nous parlons. Mais le pays a besoin de densifier son économie. Et ce pipeline est un gros plus pour le Bénin, c'est un gros avantage pour le Bénin. Qu'au finish, le Bénin fait cela, c'est bien dommage. Parce que une chose est sûre, le Nigeria trouvera le moyen de faire passer son pétrole. Vous voyez. Très bien. Et ce sera l'actif de qui ce sera au final du président Patrice Talon, qui, dès le début, déjà avec Aurélien Aguelotti, nous avions longtemps dénoncé cette catastrophe diplomatique en termes de leadership, en termes de management. Beaucoup d'ambassades ont été fermées, ce qui montre ce pays-là. Quand on ferme une ambassade dans un pays, c'est pour dire vous n'êtes pas important. Enfin, pas pour autant pour vous. Et cela, mais les raisons entre-temps avaient été avancées. On parle de faire une rationalisation côté économique. Il ne faut pas être défaitiste. Il faut envoyer d'autres émissaires, notamment, comme je l'ai dit, dans une diplomatie, dans une conciliation discrète, envoyer les autorités traditionnelles, envoyer les autorités religieuses, associer si possible les anciens présidents. Et je pense que cette crise-là... Et qui doit le faire? Et qui doit associer toutes ces composantes que vous citez là, David? David? Oui, je dis, qui doit associer ces composantes de la société que vous citez là? Écoutez, je pense que c'est une affaire nationale, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Il n'a pas besoin d'avoir une autorisation du président de la République. C'est peut-être de toucher, il serait bien d'informer le président, mais si le président veut, il appuie... Et s'il refusait? Et si le président refusait? Mais je pense quand même qu'il devrait informer l'État, l'État béninois. Il devrait quand même se concentrer entre ces organisations qui sont quand même bien structurées et qui peuvent mener à bien cette mission-là. Très bien. Je pense qu'avec pour ça la permission de l'État, nous sommes des Béninois, nous avons en face de nous des frères nigériens et il faut absolument que même par initiative personnelle et non accompagnée, il faut qu'il le fasse. Oui, ne s'en tenez pas le temps. Que le temps passe très vite. Bruno Gakli, très rapidement, en quelques secondes, pour conclure sur le sujet, parce qu'il y a le second sujet qui est important aussi, qui attend. Rapidement. Non, c'est ce qu'il faut comprendre très rapidement. Il faut comprendre que ce partenariat entre ces trois pays, c'est le Niger, le Bénin et puis la Chine. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est plus scellé entre le Niger et la Chine. Donc, la partie béninoise doit vraiment faire gaffe, faire beaucoup attention dans ces méli-mélo. On tire le drap, on relâche, on prend des décisions, on relâche. Comme l'a dit David Kaba, il va falloir que vraiment, pour des initiatives, qu'on prenne des initiatives personnelles, je l'ai dit sur ce plateau, qu'on prenne des initiatives personnelles et qu'on sollicite. Moi, j'ai toujours dit, le président Tinubu, là, il doit faire partie de la délégation pour nous dire l'astuce, le bon gris-gris qu'il a utilisé pour l'ouverture de sa frontière entre le Nigeria et le Niger. Oui, voilà. Salami. Très rapidement, ce que moi je veux augmenter à ça, c'est qu'on doit comprendre tout à l'heure que cette situation n'arrange ni le Bénin, ni le Niger. Mais aujourd'hui,
le Bénin doit ramener la balle à terre. Parce que le Niger, vous allez constater... Est-ce le Bénin qui tient la balle au bon? Oui, c'est le Bénin. Tout le monde le sait, même David Kaba vient de le dire. Parce que le Bénin fait semblant de tendre la main au Niger, mais le Bénin fait autre chose après. En montrant la face du monde qu'on veut le dégel de la crise, mais on prend des décisions, on prend d'autres décisions plus graves en sourdine. C'est pour cela qu'il veut dire, depuis le début de cette crise, si vous constatez, vous faites le constat, vous allez voir que le Niger ne recule pas. Quand le Niger et ils sont calmes. Oui, quand le Niger prend sa décision, elle reste sur sa décision, quel que soit ce que ça va coûter. Vous allez comprendre ça. Ça là, c'est un constat qu'on doit faire et tirer des leçons sur le maintien, c'est-à-dire la position du Niger depuis le début de cette crise. Oui. Depuis la décision de la CEDEAO jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la levée des sanctions de la CEDEAO, jusqu'à la situation du pipeline, le Niger n'a reculé à aucune de ces menaces. Donc, on doit comprendre que le Bénin doit aujourd'hui comprendre que nous avons besoin de ce pipeline-là pour, comme l'a dit David Kaba, pour un peu donner un souffle à notre économie. Un souffle à notre économie. Oui. Donc, je crois que ce que David Kaba a dit aussi, sa proposition, ça tient. Il faut associer les têtes couronnées, les confessions religieuses, les anciens présidents, les acteurs de la société civile pour régler cette situation. Très bien. Nous serons obligés de demander l'indulgence de Doko Aboubakari pour nous accorder au moins 5 minutes encore pour aborder David Kaba, ministre député, maire, responsable d'institutions et leader politique proche de la majorité au pouvoir. Tous sont lancés sur le terrain depuis quelques jours en tout cas pour présenter les réalisations du chef de l'État Patrice Talon aux populations. En 8 ans de gouvernance, le bilan reste satisfaisant d'après les émissaires du Palais de la Marina. Vous les avez vus sans doute sur le terrain en train de prêcher les actions du chef de l'État. Oui, David, qu'est-ce qui vous fait rire? Ça me fait rire parce que... Et votre rire est contagieux. Votre question n'est pas moins drôle que la réduction de comptes en Chine actuellement. À vous trouvez? Nous sommes dans un contexte où la situation politique est crispée, où au niveau social, c'est complètement la lettre rouge, où au niveau économique, nous sommes complètement dans le blackout, et on ne peut que nous exposer les infrastructures comme étant les plus grandes réalisations de ce régime. Écoutez, il faut arrêter de voir les choses sous un pays bourgeois. Nous sommes dans un pays majoritairement pauvre. Et aujourd'hui, je dirais, dans un pays majoritairement miséreux. Et on ne peut pas se permettre de porter de beaux bassins, de beaux costumes, d'avoir à son compte des frais de mission, se balader dans le pays. C'est quand même des autorités. David Kaba, n'est-ce pas trop dit, parler de balade? Et puis, un président de parti politique, ministre, président de la Cour constitutionnelle, s'est permis d'accuser les pauvres volailles comme étant ceux-là qui sont à la base de la crise, de la montée des prix des denrées alimentaires. Oui. Moi, je pense que c'est un postulant, c'est carrément irresponsable de tenir ces propos. C'est une usure à l'intelligence béninoise et je pense que ce n'est pas à tolérer. Oui. C'est une véritable moquerie. Je pense que le plus urgent, cela reste votre position. Oui. De pouvoir réaliser le social. C'est de pouvoir, le haussement social qui a été annoncé oui. lors de cette deuxième mandature du président Patrice Talon doit être mis en œuvre. Et ce n'est pas en faisant des bavardages, en dilapidant les petites ressources qui nous restent, que nous allons pouvoir régler cela. Nous avons un régime qui a le feu aux fesses, un régime qui a dit nous ne ferons pas d'éléphant blanc et nous ne voyons pas trop la différence entre un éléphant blanc et 22 stades, dont le plus grand est classé, comment on appelle, est non homologué par la FIFA. Oui. Je pense que ça c'est une forme d'éléphant blanc.
qui le plus grand stade de l'amitié, jusqu'à aujourd'hui, est glissé, ce n'est pas homologué. Je pense que c'est assez grave. Qu'en est-il alors des autres stades communaux? Je pense qu'il y a des questions dont il faut parler et essayer d'arrêter de distraire les gens avec cette affaire de révision des comptes. Cette révision de comptes consiste de la relecture du code électoral, qui est une crise, une bombe latente que nous attendons et de pouvoir très vite désamorcer à travers un dialogue national. Ah oui, ça reste votre position, puisque les initiateurs de ce code électoral estiment que c'est une avancée démocratique. Nous avons entendu un délégué communal et un délégué de quartier qui directement à la délégation que ça ne va pas. Et donc, moi je pense qu'ils sont simplement en train de dilapider nos ressources. Ils feront mieux d'aller s'asseoir dans leur bureau, de se concentrer sur leur PAGP. Et puis, comme ça, finalement, on va pouvoir arriver au bout de cette puissance-là. Très bien, c'est votre position, David Kaba. Ce sera en même temps une prise de parole chacun. Karim Salami. Ce sujet devrait... De reddition de comptes. De reddition de comptes, sur ce plateau, on devrait plus avoir de temps, mais malheureusement, le temps... Le Niger et le Bénin nous ont pris beaucoup de temps. Parce qu'ici, il y a beaucoup à dire. On doit dire à la population ce qui se passe réellement. Moi, j'ai suivi la tournée un peu partout. J'ai constaté que c'est une réponse à l'opposition que le gouvernement est en train de faire. Vous allez comprendre que ceux qui sont allés à la reddition même, il y a en avril, le président de la République les a réunis pour leur dire ce qui devrait aller ici du terrain. Parce que à la sortie de cette réunion au palais, ça dit... à Cotonou, je crois qu'il y a un député ou bien il y a des participants qu'on a parlé de congrès, je crois, et dit, mais qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur? Ils disent non, le président nous a réunis pour nous dire ce qu'il a fait pendant les 10 ans, pendant les 8 ans. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans la mouvance, on ne sait nous-mêmes pas ce que nous avons fait pendant 8 ans. Et c'est maintenant qu'on doit nous réunir pour nous dire, bon, voilà ce que nous avons fait, ce que vous irez dire à la population que nous avons pu faire. Je crois que cette tournée, ce n'est pas une opportunité pour le gouvernement de dire ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Quand tu fais quelque chose à ton enfant, tu n'as pas besoin de l'appeler, lui dire bon, je t'ai fait quelque chose. Absolument. L'enfant voit ce que tu lui as fait et il dit merci papa. Malheureusement, le temps est parti. On va se retrouver dans d'autres plateaux. J'imagine la réaction de Bruno Gakli en filigrane. Quand on parle très rapidement, en quelques secondes, quand on parle de reddition de comptes au peuple à la base, on a vu les régimes passés. C'est l'opposition et la partie mouvance qui descendent sur le terrain. Mais malheureusement, on constate ici que c'est seulement que des partis, dommage. Et à la fin d'un mandat constitutionnel, on court. Pourquoi pourriez se gratter en même temps les fesses? Non, il faut expliquer qu'on a fait ci, qu'on vous a fait ça. On court, on gratte ses fesses, c'est impossible. Deux actions à la fois. Semaine à la loupe, Stop F1, avec l'indigence de Doko Aboubakari. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Semaine à la loupe. Nous avons passé en revue l'actualité nationale et cette guéguerre entre le Bénin et le Niger. Bruno Gakli, merci pour le décryptage. Oui, merci le commandant Routier. Oui, Salami, Karim. Je crois qu'on aura le temps absolument de revenir. Tout à fait, c'est important. Merci à vous aussi. David Kaba. Nous vous souhaitons une excellente journée et bon week-end du côté de Parakou. Merci beaucoup. Si vous permettez, je pense que la reddition des comptes ferait mieux d'aller répondre aux questions gouvernementales qui sont posées à l'Assemblée. Ah oui, très bien. Ah oui, malheureusement, le temps s'en est allé en direct chez vous. Mesdames, Messieurs, je suis Loukman Woucheou, collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sauter FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.